Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Nous continuons avec notre formation. Aujourd'hui, on va essayer de parler sur le module et bibliothèque en Python. C'est ce qu'on va essayer de développer pendant ce cours. Module et bibliothèque à Python. Alors, c'est quoi un module? C'est quoi une bibliothèque et qu'est-ce qu'on appelle un paquet, soit un package? Déjà, euh, Python est open source, c'est-à-dire il y a quelqu'un peut développer quelque chose, une fonction qui réalise une tâche bien définie. Il peut mettre ça à la disposition de tout le monde. Donc, un module, c'est comme vous pouvez le lire là, on dit c'est comme un livre de recettes. Ça veut dire quoi? Un module, c'est comme un livre. Et dans les livres, on vous donne déjà les outils qui peuvent être déjà utilisés, donc des outils prêts à être utilisés. Alors, au lieu de réécrire vous-même ce qui est déjà expliqué, ce qui est déjà fait par les autres, vous pouvez directement utiliser ça. C'est ce qu'on appelle un module. Donc, un module peut contenir des fonctions. Un module peut contenir, et sachez, je crois qu'on avait fait ça à la vidéo précédente, une fonction réalise une tâche bien précise. Exemple, si je veux trouver la racine carrée d'un nombre quelconque, alors au lieu d'écrire moi-même le code pour trouver la racine carrée de ce nombre, il y a déjà une fonction qui me permet de trouver la racine carrée. Si j'ai besoin de manipuler par exemple l'exponentielle, pi, ainsi de suite, au lieu que je puisse écrire moi-même le code, il y a déjà une fonction qui me permet de faire ça. Donc, quand vous voulez faire quelque chose à Python, la première question qu'il faut se poser, est-ce qu'il n'y a pas une fonction qui permet déjà de faire ça? Parce que s'il y a déjà une fonction qui vous permet de faire ce que vous voulez faire, ça ne sert à rien de réécrire encore le code, il suffit d'utiliser juste la fonction qui permet de faire ça. Alors, une fonction, et on peut avoir plusieurs fonctions, plusieurs variables, ainsi de suite, qui sont groupées dans ce qu'on appelle un module. Donc, des fonctions, c'est comme, je vais dire des chapitres, si vous voulez, comme ça, dans un livre. Et dans ces chapitres, on donne déjà comment résoudre un problème. Par exemple, vous avez un livre de mathématiques. Dans ces livres de mathématiques, vous avez des chapitres où on vous explique comment résoudre l'équation du premier degré, on vous explique comment résoudre l'équation du second degré, ainsi de suite. Des chapitres là où on explique comment faire quelque chose, c'est comme des fonctions, c'est comme des variables, ainsi de suite. Bon, ce qui nous intéresse, c'est surtout des fonctions. Alors, j'insiste, quand vous voulez utiliser quelque chose ou faire quelque chose en Python, posez-vous d'abord la question si il n'y a pas une fonction dédiée qui permet de faire ça. Alors, s'il y a une fonction qui permet déjà de faire ça, ça ne sert plus à rien de réécrire cette histoire. Vous n'avez qu'à utiliser la fonction pour calculer le sinus de quelque chose, par exemple. Est-ce que je suis obligé d'écrire le code qui va me permettre de trouver le sinus? Je ne sais pas. Mais s'il y a déjà une fonction qui permet de trouver les sinus, ça ne sert à rien de réécrire encore, peut-être pour l'exercice, mais si la fonction existe déjà, alors ça ne sert à rien de réécrire encore cette fonction. Alors, un livre a plusieurs chapitres et chaque chapitre traite un problème ou un cas particulier. Les chapitres de ces livres-là, c'est ce qu'on peut appeler des fonctions, des classes ou des variables. Voilà. Et dans un livre, on peut trouver plusieurs chapitres. L'ensemble de ces chapitres, l'ensemble de ces pages-là forment ce qu'on appelle un livre. Et le module en Python, c'est comme un livre. C'est-à-dire, un module en Python contient plusieurs fonctions. Donc, dans les livres, c'est comme un module. Et dans les livres, on peut retrouver plusieurs informations. On peut avoir un chapitre qui nous explique comment résoudre l'équation du premier degré. On peut avoir un chapitre qui nous explique comment
résoudre l'équation du second degré, ainsi de suite. Et l'ensemble de ces chapitres-là, l'ensemble de ces outils prêts à l'emploi-là, qui forment les livres, et en Python, c'est comme un module. Par exemple, on a le module maths, qui contient par exemple le sinus, qui contient cosinus, qui contient pi, ainsi de suite. On a le module random qui contient random hits pour le nombre aléatoire et tout ce que vous voulez. Je crois que vous avez compris. Donc, des fonctions, des variables, des classes peuvent être regroupées dans ce qu'on appelle un module. Et on a dit un module, c'est comme un livre. Maintenant, on peut aussi avoir plusieurs livres. Donc, on peut avoir plusieurs modules. Et dans chaque module, vous avez des fonctions, des classes et des variables. Ce qui nous intéresse, c'est surtout des variables, des fonctions. Et l'ensemble des modules forme ce qu'on appelle une bibliothèque. Donc, et attention, c'est difficile de trouver dans un livre des chapitres éparpillés. C'est-à-dire, dans un seul livre, vous avez des chapitres de maths, de français, d'informatique. C'est un peu difficile. Chaque livre a un objectif bien précis. Généralement, c'est autour d'un thème. Livre de mathématiques, livre de français. Même mathématiques, c'est par niveau. Il y a le livre de mathématiques pour C de l'école primaire. Il y a des livres de mathématiques pour C du secondaire, ainsi de suite. Donc, un module contient ou s'intéresse à un thème bien défini. Ça peut être, par exemple, maths. Quand on voit les modules maths, on sait que c'est pour les fonctions mathématiques. Donc, lui, il est là pour les traitements mathématiques. Quand on voit random, par exemple, on sait qu'il est là pour ce qui est de l'aléatoire. Donc, chaque module a une tâche ou un thème bien précis. Et l'ensemble des modules forme ce qu'on appelle une bibliothèque. Il y a par exemple cette bibliothèque NumPy par exemple qui est très efficace pour les calculs scientifiques. Il y a Pandas par exemple pour la manipulation des données, DataFrame, ainsi de suite. Et si on associe plusieurs bibliothèques, ça forme ce qu'on appelle un paquet, soit un package. Donc je reprends. En Python, il y a déjà des codes, des fonctions, des classes et des variables qui nous permettent de réaliser des tâches bien précises. C'est-à-dire, on n'a plus besoin de réécrire le code parce que ça existe déjà. Chaque fois qu'on aura besoin de quelque chose, par exemple, si on a besoin de construire un graphique, on va plus écrire tous les codes parce qu'il y a déjà des fonctions prêtes à l'emploi qui nous permettent de faire des graphiques. Alors, des fonctions là, des classes ou des variables, c'est comme les chapitres d'un livre. Et plusieurs chapitres, plusieurs fonctions, plusieurs classes ou variables peuvent être groupées dans ce qu'on appelle un module. Un module, c'est comme un livre. Alors, si vous avez plusieurs livres, c'est ce qu'on appelle une bibliothèque. Et quand vous associez plusieurs bibliothèques, ça devient un paquet. Donc, ou package si vous voulez. Ça, c'est l'explication d'un module. Alors, je viens de dire tout à l'heure que si on veut utiliser quelque chose qui existe déjà, ça ne sert à rien de réécrire encore le code. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'importer soit le module, d'importer on s'arrête au niveau du module. On va importer le module qui contient la fonction que nous voulons utiliser. Un exemple d'illustration. Imaginez-vous que je vais utiliser un livre de mathématiques. Et les livres sont rangés ou sont classés dans des cartons, ou appelez ça des paquets si vous voulez. Avant d'utiliser les livres, je suis obligé d'abord d'amener ou de demander les cartons qui contiennent ces livres. C'est à l'intérieur maintenant que j'aurai la possibilité d'utiliser les livres là. Je sais pas si vous m'avez compris. Les livres ou disons les chapitres sont dans des livres et des livres sont dans des cartons. Prenons cette illustration. Si j'ai besoin d'utiliser un livre qui se trouve dans un carton quelconque,
je ne peux pas directement utiliser les livres sans avoir d'abord les cartons qui contiennent ces livres-là. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord apporter, soit demander qu'on m'apporte les cartons. Et si à ma possession j'ai les cartons, c'est alors que je peux utiliser les livres que j'ai besoin. C'est un peu pareil. Si on a besoin d'utiliser une fonction, on doit d'abord importer le module qui contient cette fonction. Mais attention, je ne suis pas toujours obligé d'importer toutes les fonctions. Je peux préciser, j'ai besoin de quel livre et ça se trouve dans quel carton. Voilà. Alors, si on veut importer tous les modules, là, on va accéder aux éléments avec les noms du module suivi de points. Voilà. Exemple, on va expérimenter avec le module maths. Voilà, je suis là. La syntaxe pour importer un module, c'est import. Vous mettez les noms de votre module, par exemple, maths. J'exécute, voilà. J'ai importé le module mathématiques. Là, maintenant, j'ai accès à toutes les fonctions, toutes les classes de ces modules. Alors, parmi le principal fonction de ces modules, vous allez explorer ça. Il y a par exemple la fonction, comme j'ai montré dans les diapositives, il y a pi qui nous permet de récupérer la valeur des pi que vous connaissez. Alors, si j'écris par exemple print pour afficher la valeur des pi, alors avec cette syntaxe, quand vous importez le nom de votre module, avant d'utiliser une fonction ou une classe de ce module-là, vous devez commencer par le nom du module. C'est pourquoi on utilise des alias. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure là. Donc, par exemple, je vais utiliser la fonction pi qui permet de récupérer la valeur de pi que vous connaissez bien sûr. Alors, je vais commencer par le nom du module, c'est maths. Je commence par le nom du module, maths, et vous ajoutez pi. Donc, récupère-moi la fonction, la fonction pi qui se trouve dans le module maths. Je vais afficher ça quand j'exécute. Voilà, ça m'affiche la valeur de pi. Un autre exemple, toujours avec le module maths. Il y a aussi la fonction qui permet de calculer la racine carrée d'un nombre sur la fonction sqrt. Alors, je peux aussi afficher par exemple print maths.sqrt dans la racine carrée par exemple de 25. Voilà. Donc, je veux qu'on m'affiche la racine carrée de 25. Comme je viens de le dire, quand vous voulez utiliser une fonction, vous devez commencer par les noms du module qui contient la fonction et puis point, vous mettez les noms de la fonction comme ici, maths.sqrt 25, c'est-à-dire sqrt renvoie la racine carrée d'une valeur. Donc, quand j'écris maths.sqrt 25, ça va me renvoyer la racine carrée de 25. Quand j'exécute, voilà, ça me donne 5. Exactement parce que la racine carrée de 25, c'est 5. On peut aussi avoir la fonction cosinus. Je vais afficher par exemple maths.cosinus de 0. Voilà, ça m'affiche 1 parce que le cosinus de 0 c'est 1, ainsi de suite. Ça c'est la première méthode pour importer un module. Donc vous mettez import, vous mettez le nom de votre module et là maintenant vous avez accès à toutes les fonctions, à toutes les classes de ces modules-là. Comme j'ai illustré avec le module maths, voilà, je peux accéder à pi, sqrt, cosinus, sinus et tout ce que vous voulez. Mais attention, vous devez, avant de mettre la fonction, vous devez commencer par le nom du module, point, suivi de la fonction que vous avez besoin. Alors, je disais, ce qu'on a fait là, quand vous mettez import module, de vous importer
toutes les fonctions de ces modules. Mais on n'est pas obligé de tout importer parce qu'un module peut avoir plusieurs fonctions et il est recommandé de n'importer que ce que vous avez besoin. Alors, au lieu d'importer tous les modules, on peut peut-être préciser les fonctions qu'on a besoin ou les éléments qu'on a besoin. Alors là c'est la deuxième syntaxe. From module, vous mettez le nom de votre module, import élément. Là maintenant, je vais juste importer quelques éléments. Et ici, si vous utilisez cette logique, from module, vous précisez les éléments que vous voulez importer, on peut utiliser les éléments là sans préciser le nom du module. Voilà. On peut, ou soit, c'est pareil, regardez ici pour gagner du temps. Par exemple, on dit from math import pi et sqrt, c'est-à-dire dans le module math, j'ai besoin seulement de la fonction pi ainsi que de la fonction sqrt. Donc, j'ai besoin que de deux fonctions pi et sqrt. Là maintenant, je peux directement utiliser pi sans le préfixe math. Ça, c'est ce qui est recommandé. Importez seulement ce que vous avez besoin. Voilà. Pareil pour la racine carrée. Au lieu de maths.sqrt, si je fais cette importation, je peux directement écrire sqrt25. Ça va me renvoyer la valeur 5. Mais on peut aussi dire from math import star. C'est déconseillé. Mais ça aussi, ça va nous aider pour éviter que on peut à tout moment maths, ainsi de suite. Et je disais tantôt que, supposons ici, vous êtes obligé d'écrire à tout moment maths. Généralement, quand on importe un module, on définit un alias. Un alias, c'est comme un surnom. Je reviens ici pour vous illustrer les alias. Alors, ici, là où j'avais importé maths, j'ai défini l'alias avec as, j'ai mis par exemple m. Ça veut dire quoi? Au lieu d'écrire à tout moment maths, je vais seulement écrire m. Et de maintenant, Python considère maths comme étant m. En d'autres termes, m égale à maths. Je valide. Maintenant, regardez ici. Quand j'avais écrit print maths pi, il suffit d'écrire seulement m, l'alias qui est là. Quand je valide, vous voyez, ça marche. Ici aussi, au lieu d'écrire maths.sqrt, j'écris seulement maths.sqrt, ça marche aussi. Et là aussi, je peux faire la même chose. C'est ça l'importance de l'alias, c'est-à-dire, vu que pour la lisibilité, généralement, on commence toujours par le nom du module. Alors, souvent, le module peut avoir un nom peut-être très long, ou comme les informaticiens sont des fainéants, ils n'aiment pas des choses trop compliquées. Au lieu de maths, je peux simplement définir l'alias m, c'est-à-dire à chaque fois que j'écris m, c'est l'équivalent de maths. C'est ça l'importance des alias. Et voilà. Côté bibliothèque standard, il y a par exemple le module maths que j'ai essayé d'expliquer avec quelques fonctions. Maths.pi qui renvoie, c'est une constante, ça renvoie la valeur de pi. Maths.e qui renvoie la valeur de l'exponentielle 2.71, ainsi de suite. Il y a quelques fonctions dans ce module maths. SQRT qui renvoie la racine carrée. Power qui renvoie la puissance. Ça va renvoyer 2 exposants 10. Abs qui renvoie la valeur absolue. Vous pouvez essayer ça. Fluor qui renvoie l'arrondi l'arrondi bas, c'est qu'on appelle aussi l'arrondissement par défaut, voilà. Et ça, c'est l'arrondissement par excès. Et ça calcule le logarithme en base 10. Il y a aussi quelques fonctions trigonométriques, sinus, cosinus et tout ce que vous voulez. Alors, il y a aussi le module random qui gère des nombres aléatoires. Vous pouvez essayer ça. Il y a la fonction random, donc vous écrivez random, c'est le nom du module et random, c'est aussi le nom d'une fonction. Donc, vous allez écrire random. Ça va vous renvoyer un nombre aléatoire entre 0 et 1. Random it qui renvoie un nombre aléatoire entre 1. Bon, ici,
entre une borne inférieure que vous allez définir et une borne supérieure. Dans cet exemple, c'est entre 1 et 6 et uniforme qui renvoie un décimal entre 0 et 10. Alors, il est aussi possible de faire un choix aléatoire. On peut expérimenter ça. Regardez, ici on définit la liste. Vous vous rappelez de ça? C'est une liste qui a pour élément pomme, kiwi et banane. Alors, si on a besoin de faire un choix aléatoire entre les éléments de cette liste, on va écrire random. J'insiste, c'est les noms de votre module. Et la fonction qui permet de le faire, c'est la fonction choice. Donc, et vous mettez la liste. Vous voyez, ça va vous afficher. Ça va vous sélectionner une valeur dans cette liste. On peut expérimenter ça. Ça sera une très bonne chose. Voilà. Import. Random. Je peux mettre as rd. Voilà. Alors, les nombres aléatoires, si vous voulez, vous pouvez essayer ça. Si je mets print, que ça puisse m'afficher un nombre aléatoire entre 1 et 100, j'écris rd parce que j'ai défini l'alias pour ce module. J'ai appelé rd, point, et la fonction qui permet de générer un nombre aléatoire entre des bornes définies, c'est random it. Rand it. La borne inférieure, c'est 1. La borne supérieure, c'est 1. Parce que j'ai besoin d'un nombre aléatoire entre 1 et 100. Et quand je valide, voilà, il me génère 49. Voilà. Ça, c'est pour un nombre aléatoire entre deux valeurs définies. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est comment faire un choix aléatoire. Supposons que j'ai cette liste des étudiants. J'ai défini la liste des étudiants où j'ai l'étudiant Diumi, j'ai l'étudiant Omelonga, par exemple, j'ai l'étudiant Alomba et j'ai l'étudiant Konga. Voilà, jusque-là, c'est déjà bon. J'ai cette liste d'étudiants et j'ai besoin que le système puisse faire lui-même le choix aléatoire de choisir un étudiant dans cette liste. Alors, je vais afficher print, que ça puisse m'afficher le choix. Donc, je vais écrire RD. J'insiste, RD, c'est l'alias que j'ai défini au module random. Donc, RD.choice. Je mets la liste comme paramètre étudiant, c'est-à-dire fais-moi un choix aléatoire parmi les éléments de cette liste et puis affiche-moi ces choix-là. Alors, quand j'exécute, il y a un problème. Ah oui, je mal écrit. C'est choice. Non, c'est non, voilà. Merci. Je valide. Voilà. Aléatoirement, il m'a choisi Alomba. Alors, je peux refaire encore ici. Donc, c'est d'une manière aléatoire, hein. Là, maintenant, il choisit Konga. Donc, ça permet de faire un choix. Alors, il est aussi possible de mélanger une liste. Vous allez voir, mélanger une liste, ça veut dire quoi? J'essaie d'exécuter. Attendez. Je prends cette liste, j'appelle ça liste et je définis les valeurs, par exemple 3, 5, 8. Je prends seulement 3 valeurs et je demande à Python de me mélanger la liste. Alors, rd, point, shuffle, et puis ma liste s'appelle liste. Voilà. Et j'essaie aussi d'afficher maintenant la nouvelle liste pour voir ce que ça va donner. J'exécute d'abord. Voilà, j'essaie maintenant d'afficher cette nouvelle liste après mélange. Voilà, maintenant c'est 5, 8. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, c'était 3, 5, 8. Maintenant, Python a changé l'ordre des éléments de la liste. Bon, il y a pas mal de fonctions que vous pouvez tester. Il est possible aussi d'avoir un échantillon sans répétition.
C'est possible aussi. Ça veut dire que vous avez une liste de valeurs et vous demandez à Python de vous sélectionner peut-être 3 éléments dans cette liste-là. C'est possible de les faire. Je peux les faire rapidement ici. Voilà. Ma liste, j'égale, supposons que j'ai les numéros 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai le numéro des 10 étudiants, mais j'ai besoin de faire sortir un échantillon aléatoire sans répétition de 3 étudiants. C'est-à-dire, j'ai besoin de sélectionner aléatoirement 3 étudiants parmi les 10. Alors, je peux dire à Python de les faire pour moi. Alors, il suffit de faire quoi? Il suffit d'utiliser toujours rd. Simple, et vous mettez les noms de la liste ici. Ma liste s'appelle liste. J'ai appelé ça liste. Et le deuxième paramètre que vous devez définir à cette fonction, c'est le nombre ou bien la taille de l'échantillon si vous voulez. J'ai défini par exemple 3. Je valide. Voilà. Il a fait son choix et il a choisi le numéro 10. Il a choisi le numéro 2 ainsi que le numéro 4. Voilà, c'est quelques illustrations de ce qu'on peut faire avec le module random. Et toujours dans la partie bibliothèque standard, il y a aussi le système de fichiers avec ce module OS qui permet de faire pas mal de choses. Il peut déterminer les répertoires ou les dossiers courants, c'est-à-dire là où on travaille. Il peut lister les fichiers. On peut aussi créer un dossier. On précise les dossiers qu'on veut créer. On peut aussi récupérer les schémas et tout ce qu'on peut faire. Il y a pas mal de choses. Il y a aussi le module qui gère le la date et les temps. Vous pouvez aussi essayer de tester ça. Bon, on fait quelques exemples seulement. Il reste, vous allez essayer vous-même. Je prends d'abord pour le système des fichiers. Voilà, le module qui permet de gérer le système des fichiers, c'est le module OS. Donc, on va importer ça. Import OS. Voilà. Si j'ai, par exemple, besoin de voir le répertoire courant ou les dossiers courants, je vais écrire OS. Donc, commencer par le nom du module, .get CW2. Cela va me renvoyer le répertoire courant. Quand je valide, voilà, je suis dans C, dans User, dans HP. C'est là où je suis en train de travailler maintenant. J'ai aussi la possibilité de lister les fichiers. Donc, les fichiers du répertoire en cours. Donc, j'écris os.list_dir. Ça va me permettre de lister les fichiers. Alors, je peux aussi préciser les types de fichiers que j'ai besoin. Et si j'ai besoin de tous les types de fichiers, c'est-à-dire j'ai aussi la possibilité de préciser commençant par telle lettre, comportant telle lettre, ou seulement les fichiers d'une telle extension, parce que vous savez que chaque fichier a une extension. Alors, si j'ai besoin de lister tous les fichiers, là, ici, je mets seulement point, c'est-à-dire n'importe quel nom ayant n'importe quelle extension. Alors, je peux valider. Voilà, ça m'affiche la liste de tous les fichiers qui se trouvent dans les dossiers courants. Voilà, vous avez vu ça. Alors, il est aussi possible de créer un dossier. Alors, je vérifie d'abord, regarder dans les disques C, là où je suis. Dans utilisateur, user, je suis ici dans HP.
Voici les dossiers qui sont là. Bon, il n'y a pas un dossier qui s'appelle AAAAA. Alors, je vais essayer de créer les dossiers AA à partir de Python. Alors, pour créer les dossiers, vous allez créer OS. Ça, c'est pour créer un dossier. MKDIR. Vous voyez, c'est un peu proche de commande MS-DOS pour ceux qui connaissent ça. J'appelle ça les dossiers AAA. Voilà. Et on va aller vérifier si réellement le dossier est créé là-bas. Et quand je valide, bon, je n'ai rien affiché parce que j'ai juste créé. Je reviens ici pour vérifier si réellement le dossier est créé. Voilà, il est là. Le dossier AAA est bien créé. Voilà, ça c'est quelques modules. Il y a aussi le module sur le système Python. Vous pouvez essayer ça, connaître la version et tout consort. Et il y a aussi le module sur la gestion des dates et du temps. Par exemple, pour récupérer la date du jour, je reviens ici. Là, ça sera import date time dt. Je valide. Si j'ai besoin de récupérer la date actuelle, la date et l'heure actuelle, je peux utiliser la variable now. J'écris dt. dt, c'est l'alias que j'ai défini et vous mettez point date. Voilà, j'ai déjà mis dt, donc j'ai mis now, la fonction qui permet de récupérer la date et l'heure actuelle. Alors, je peux afficher ça directement. Print now. Now, c'est la variable. Hein? Bon, ça peut porter confusion. J'appelle ça date heure. Voilà. Donc, ça, c'est la variable date heure. Donc, le module dt, j'utilise la fonction now qui permet de récupérer la date et l'heure actuelle. Et puis, je vais mettre ça dans la variable DAHE. Et là, j'essaie d'afficher ça. Quand je valide, il y a un problème. C'est quoi l'erreur? Attendez. Est-ce que j'ai bien importé? Attendez, dt. Voilà, je vérifie. Je vais vérifier là où se trouve le problème. Datetime, est-ce que je vérifie, est-ce que j'ai bien importé from date? Voilà. Je vérifie date time.now. Voilà, ça marche. Voilà. La fonction now se trouve dans datetype, donc il fallait encore mettre ça. Ah, voilà, c'était ça le problème. Voilà. Nous sommes le 16 mai 2026 et il est 5h47 minutes 54 secondes. Voilà. Il y a pas mal de fonctions. On peut juste récupérer la date seulement, l'heure seulement. Vous pouvez expérimenter tout ça vous-même. Voilà. On peut aussi faire la différence des dates. Alors, généralement, beaucoup de bibliothèques sont déjà installées ou se retrouvent déjà dans la distribution d'Anaconda. Mais il peut arriver que on a besoin d'une bibliothèque, d'un module qui n'est pas dans notre distribution Anaconda. Donc, nous sommes obligés d'installer ça. Et généralement, comment savoir si tel module ou bibliothèque se trouve ou pas dans votre distribution Anaconda? C'est souvent, si vous essayez d'importer ça, ça va générer une erreur. On voit ça. Voilà, je suis là. J'essaie par exemple d'importer GeoPandas. Imports GeoPandas. Alors, même comme ça, parce que c'est juste à titre d'illustration. Import GeoPandas. J'exécute. Voilà, il y a une erreur. On me dit, ils n'ont pas trouvé le module qui s'appelle GeoPandas pour la simple raison que ce n'est pas encore installé. Là, je suis obligé d'installer ça. Alors, pour installer ça, vous pouvez revenir ici dans Anaconda Navigator. Il y a Anaconda Prompt qui est là. Ou soit, vous cliquez sur le bouton démarrer. Vous allez dans le bouton démarrer. Vous écrivez Anaconda Prompt. Il est là aussi.
Et vous pouvez exécuter ça en tant qu'administrateur ou vous cliquez directement à partir d'Anaconda Navigator. C'est la même chose, voilà. Je lance ça. Voulez-vous apporter des modifications? Oui. Voilà. Et là, maintenant, je peux installer le module ou la bibliothèque que j'ai besoin. Et la commande pour installer, on peut utiliser pip install et vous mettez les noms de la bibliothèque ou bien du module que vous voulez installer. Par exemple, Geos Pandas. Et vous validez avec Enter. Donc, le code est là, c'est pip, espace, install, espace, et vous mettez le nom du module, soit généralement de la bibliothèque que vous voulez installer. Et vous validez avec Enter. Là, automatiquement, ça va lancer le processus d'installation. Là, c'est en cours. Voilà, la version et c'est fini. Voilà, c'est déjà installé. La version 1.13. Maintenant, si je reviens là-bas et que je réessaye pour d'importer pour voir si ça va marcher, alors je réexécute ça pour voir si réellement l'importation a marché. Quand je réexécute, voilà, attendez, voilà, ça marche maintenant. C'est comme ça qu'on installe une bibliothèque. Alors, il est également possible, c'est ce qu'on a essayé d'installer, il est également possible de préciser la version qu'on va installer, comme dans cet exemple d'illustration. On peut aussi mettre en jour, la commande est là, et on peut aussi désinstaller. Et pip list permet de lister les bibliothèques déjà disponibles pour peut-être vérifier ainsi de suite. Là, c'était par rapport à l'installation de bibliothèques. Alors, parce que nous abordons la notion de l'analyse des données et du machine learning, c'est toute la partie analyse des données, il y a quand même de bibliothèques vraiment importantes à ne pas oublier. Et ici, on va essayer, bon, on va pas entrer trop par détail, mais juste vous donner un aperçu des 3 bibliothèques essentielles qu'on va utiliser surtout pour l'analyse des données. Il y a NumPy, que je vous présente tout à l'heure là. On va voir aussi Pandas ainsi que Matplotlib. Alors, NumPy, c'est pour les calculs scientifiques. Je vais juste expliquer avec ce qui est déjà là. C'est pour le calcul scientifique. Alors, on dit NumPy ajoute les types array. Donc, c'est comme un tableau de nombres ultra rapide et tout consort. On dit que les arrays de NumPy sont jusqu'à 100 fois plus rapides que les listes que nous avons vues dans la partie structure des données. Et c'est très indispensable. Alors, les arrays, c'est très indispensable pour la data science. Alors, quelques opérations, il faut toujours commencer par importer et généralement l'alias, je peux dire recommandé pour NumPy, c'est NP. Donc, j'avais expliqué l'alias, donc import NumPy as NP. Alors, si je vais créer le array dans le tableau, pour faire simple, la syntaxe est là, vous mettez np.array, la parenthèse parce que c'est une fonction, une méthode si vous voulez, et vous allez mettre le valeur qui vont former votre tableau. Alors, je peux faire quelques opérations avec le tableau de NumPy. Entre autres, ce qu'on a appelé ici les opérations vectorisées, c'est-à-dire sans utiliser des boucles, on a du for pour parcourir chaque élément grâce à array. Par exemple, si je mets, rappelez-vous, A c'est les notes de mon tableau, si je mets A multiplié par 2, conséquence, tous les éléments de A seront multipliés par 2. Regardez à titre d'illustration, A c'est 1, 2, 3, 4, 5. Alors si j'écris A multiplié par 2, qu'est-ce que j'aurai en retour? J'aurai 2 parce que 1 multiplié par 2, ça va donner 2. 2 multiplié par 2, ça va donner 4. 3 multiplié par 2, ça va donner 6, ainsi de suite. Je peux aussi faire A plus 10. Alors, conséquence, tous les éléments de A, mon tableau A, seront additionnés avec 10. Donc, 1 plus 10, ça va faire 11. 2 plus 10, ça va faire 12. 3 plus 10, ça va faire 13, ainsi de suite. Et si j'écris
A, D star, rappelez-vous, D star, c'est la puissance, ça veut dire exposant. Donc, si je fais A exposant D, tous les éléments de A seront élevés à la puissance de 1 au carré, c'est 1, D au carré, ça fait 4, 3 au carré, ça fait 9, ainsi de suite. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle généralement un vecteur, c'est-à-dire un tableau à une dimension. J'ai aussi cette possibilité de créer un tableau à deux dimensions qu'on appelle des matrices avec array. Voilà, la syntaxe est là, regardez. NP, rappelez-vous, c'est l'alias de NumPy, np.array. Alors, la parenthèse, pour faire sortir, pour passer le paramètre à la fonction. Alors, déjà, toute la matrice sera entre crochets. Donc, le premier crochet que vous voyez ici, c'est pour la matrice. Maintenant, chaque ligne, parce que une matrice a des lignes et des colonnes, chaque ligne aura aussi ses deux crochets d'ouverture et de fermeture. Par exemple, ici, le premier crochet ici qui s'ouvre là et qui se ferme là-bas, c'est pour toute la matrice. Et la première ligne, je commence les crochets, ça se termine ici. Le premier élément, le deuxième, le troisième, c'est-à-dire cette ligne a trois colonnes dans le premier élément. Première ligne, première colonne, c'est 1. Première ligne, deuxième colonne, c'est 2. Première ligne, troisième colonne, c'est 3. Virgule, c'est-à-dire l'autre crochet, c'est pour la deuxième ligne. Première colonne, deuxième, troisième. Donc ça va créer une matrice qui aura deux lignes ainsi que trois colonnes. Alors, quelques méthodes qu'on peut travailler avec des matrices, par exemple M c'est le nom de ma matrice que je viens de créer ici. Point shape, ça permet de renvoyer la dimension de cette matrice. Quand on dit dimension, c'est-à-dire le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Voilà. Et j'ai aussi cette possibilité de récupérer par exemple juste une seule ligne. Alors pour récupérer juste une seule ligne, regardez la syntaxe qui est là. Ici, M, c'est le nom de ma matrice. Alors quand j'écris 0, le premier indice représente la ligne et le deuxième indice représente la colonne par exemple. Donc ici, quand j'écris M0, M0, c'est-à-dire j'ai besoin de repérer les mains qui se trouvent à la à la ligne 0, parce que ça commence par 0. Ligne 0, c'est-à-dire la première ligne. Et colonne 2, parce que 0, 1, parce que 1, ça sera à la deuxième position. Et pour notre exemple, ça va me renvoyer l'élément 2, parce que 2 se trouve sur la première ligne, deuxième colonne. Notez que le numéro commence par 0. Je crois qu'on avait fait ça avec le structure des données qu'on a parlé des listes. Donc, ça commence par 0, ligne 1, ligne 2 jusqu'à la fin. Pareil pour les colonnes. On a colonne 0, colonne 1, colonne 2, ainsi de suite. Alors, quelques statistiques qu'on peut faire avec les arrays de NumPy. On peut afficher ou récupérer la moyenne. On peut récupérer la plus grande valeur avec max. On peut récupérer la somme, on peut récupérer le min. Par exemple, quand j'ai fait max A c'est ce qu'on avait déclaré ici, ça va renvoyer 5 parce que la plus grande valeur ici c'est 5. Si j'ai fait somme de A, ça va renvoyer 15, ça va faire la somme de toutes ces valeurs, ça va donner 15. Alors, il y a quelques fonctions utiles à retenir pour lorsqu'on travaille avec NumPy. Par exemple, si on a besoin d'avoir un vecteur, bon, quand je dis vecteur, c'est juste un tableau à une dimension. C'est ce qu'on appelle généralement un vecteur. Alors, quand vous avez besoin d'avoir un vecteur rempli de zéros, il y a des cas où on a besoin des histoires pareilles. Quand vous avez besoin d'un vecteur rempli de zéros, la syntaxe se décrit NP, l'alias de NumPy, point 0, c'est la fonction, et entre parenthèses, vous mettez le nombre des valeurs que vous avez, et il y aura des zéros. Comme ici, j'ai besoin de 5 zéros, c'est-à-dire j'ai besoin d'un vecteur avec 5 éléments, et tous les 5 éléments doivent être des zéros. Il suffit d'écrire np.0 égale 5, et vous allez récupérer ça, peut-être vous mettre ça dans une variable, automatiquement, vous aurez un vecteur rempli
d'autant de zéros. Comme j'ai mis ici 5, c'est-à-dire j'aurai un vecteur rempli de 5 zéros. Il est aussi possible d'avoir aussi un vecteur, cette fois-ci rempli de 1, 1, 1. Il y a des cas où on a besoin de ça. Là, au lieu des zéros, comme ici, on va mettre ones. Donc, comme ici, 3, c'est-à-dire j'ai un vecteur avec de 3, 1. Il y a aussi range, regardez un peu ici, 10, 0, 10 et 2. Vous vous rappelez certainement de cette syntaxe qu'on avait parlé de la boucle for. Alors, ça va vous créer une liste. Le valeur, donc, ça va créer une liste des zéros. La dernière valeur est toujours exclue. Normalement, ça sera des 0 à 9. Et ça, c'est le pas d'incrémentation. Comment ça va faire pour créer ce vecteur? La première valeur, c'est 0. Maintenant, comme on a défini les pas, parce que par défaut, les pas, c'est 1. Quand vous définissez les pas, pour prendre la valeur suivante, ça va prendre 0 plus 2, ça fait 2. La valeur suivante, ça prend la valeur actuelle plus le pas. Donc, 2 plus 2, ça va donner 4. 4 plus 2, ça va donner 8. 8 plus 2, ça donne 8. Et non, 8 plus 2, ça donne 10. Et nous sommes déjà en dehors parce que ça sera des 0 à 9. Rappelez-vous que la borne supérieure est toujours exclue. Alors, il y a aussi cette méthode. Regardez, 0, 1, 5. Ça permet de générer 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ça vient de générer 5 nombres entre 1 et 0 équidistribués, c'est-à-dire il y a, je peux dire comment, même intervalle ou bien même écart. Et si vous voyez que l'écart c'est 0,5, 0, entre 0 et 0,25, l'écart c'est 0,25, entre 0,25 et 0,5, quand on met comme ça dit c'est 0,5, l'écart c'est de 0,25, entre 0,5 et 0,75, c'est 0,25, ainsi de suite. Donc, il va vous créer un tableau et à 5 valeurs, le paramètre qui permet de définir le nombre de valeurs et qui distribue entre 0 et 1. Donc, les deux paramètres là, il y a sorte, on a déjà fait ça, qui permet de trier notre tableau. Alors, l'avantage aussi, ou ce qui est intéressant, est qu'il est aussi possible de faire le filtrage automatique. Rappelez-vous de mon vecteur A. Alors, si j'ai besoin seulement d'afficher ou de récupérer les éléments de A qui sont par exemple supérieurs à 3, je peux simplement écrire A, entre crochets, vous mettez, donc ce que vous mettez entre crochets maintenant, c'est les filtres, c'est-à-dire la condition. Et si je mets A supérieur à 3, c'est-à-dire récupère-moi dans le vecteur ou le tableau A, les éléments qui sont supérieurs à 3. Et ça va me récupérer 4 et 5 parce que dans cette liste ou dans ce vecteur, il n'y a que 4 et 5 qui sont supérieurs à 3. Il est aussi possible de redimensionner une matrice et tout ce que vous voulez, ainsi de suite. Ça, c'est en bref une présentation de NumPy. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec ça. Alors, l'autre chose que vous devez quand même maîtriser pour l'analyse des données, c'est Pandas, qui est très utile pour la manipulation des données tabulaires. Bon, pour les données tabulaires, c'est lorsqu'on a des lignes et des colonnes. C'est un peu comme un fichier Excel. Maintenant, c'est quoi la différence par rapport? Parce qu'on a vu qu'on pouvait faire de matrices avec les arrays de NumPy. Ici, Pandas permet bien sûr de faire des matrices, c'est-à-dire un tableau avec des lignes et des colonnes, mais nommées. Les colonnes sont nommées parce que ce qu'on a fait tout à l'heure, j'avais ici par exemple pour cette matrice, ça c'était la première colonne, la deuxième, la troisième, première, deuxième, troisième, mais ces colonnes n'étaient pas nommées. Mais avec Pandas par exemple, les colonnes peuvent être nommées. On peut essayer d'expérimenter ça. On fait quand même, on essaie de pratiquer ça pour voir ce que ça va donner. C'est très utile. On va utiliser ça pour la manipulation de données tabulaires quand on va importer nos datasets pour l'analyse. Donc ici, on aura besoin de ça surtout pour gérer des data frames. Voilà, je suis là. Il faut toujours commencer par importer pandas as pd. C'est l'alias officiel ou bon, recommandé de pandas. Je valide. Alors,
j'ai besoin de créer un data frame. Voici un exemple. Alors, j'appelle ça df. Souvent, on appelle ça df pour data frame, mais c'est juste une variable. Vous n'êtes pas peut-être obligé d'appeler ça toujours df, mais vous allez voir peut-être dans beaucoup de livres, vous préférez toujours utiliser df pour data frame. Donc, df égale, là, je vais créer un tableau donc, qui aura des lignes et des colonnes. La seule différence, c'est que les colonnes seront nommées. Là, c'est comme des variables. Donc, les colonnes ici sous forme de variables et chaque variable a un nom. C'est ça la différence. Donc, vous écrivez df, ça c'est le nom de votre variable, pd, pandas, point, data frame. Ça c'est pour créer un data frame. Voilà, data frame. Parenthèse, donc tout ce que je vais écrire ici pour la lisibilité, ça sera entre parenthèses. Voilà. Ici jusque là, donc je vais créer un data frame. Alors comment je vais procéder? J'insiste, regardez comment j'écris ça. df c'est le nom de votre variable, de la variable qui va récupérer ou l'objet qui va récupérer votre data frame. pd.dataframe qui permet de créer ça. Alors la parenthèse là. Maintenant, à l'intérieur, je vais mettre les valeurs. Rappelez-vous on avait vu ça dans la partie structure des données des dictionnaires. Je crois que vous vous rappelez de ça. Comment on introduit des dictionnaires, c'était avec les accolades. Donc, accolade d'ouverture, accolade de fermeture. Donc, le début et la fin. Maintenant, à l'intérieur, je vais mettre, vous vous rappelez du dictionnaire, j'espère. On mettait quoi? La clé. Ici, la clé, c'est le nom de la colonne. Et deux points, vous mettez la valeur. Alors, je viens, par exemple, si je mets la colonne nom, deux points, je mets maintenant les différentes valeurs de cette colonne. Bon, pour faire simple, je prends par exemple une liste de 3 éléments, Betty, virgule, Jérémie, virgule, par exemple, Moïse. Là, voilà. Je finis avec la première colonne, virgule. Je passe à la deuxième colonne. Je crois que vous avez compris la syntaxe pour créer les data frame. Data frame, la parenthèse ici du début jusqu'à la fin. Et à l'intérieur, c'est comme si on créait un dictionnaire. Vous avez encore l'idée certainement. Pour créer un dictionnaire, on faisait quoi? On commençait, on avait besoin des accolades et on met la clé. Ici, la clé, c'est le nom de la colonne. Vous mettez, par exemple, ici, la première colonne s'appelle nom. Vous mettez la clé, deux points, et vous mettez la valeur. Ici, la valeur, c'est une liste parce que on a plusieurs lignes. Donc ici, je me suis arrêté à 3 lignes. La première ligne, la valeur, c'est le nom, c'est Betty. La deuxième ligne, le nom, c'est Jérémie. Et la troisième ligne, le nom, c'est Moïse. Alors, si je vais ajouter encore une deuxième colonne, par exemple, l'âge. Je mets âge. Ça, c'est ce qu'on avait appelé clé. Deux points. Et vous mettez les différentes valeurs. Là aussi, je peux encore créer une liste. Par exemple, bon, 20, 23, par exemple 22. Voilà, virgule. Et là, j'insère par exemple la, la troisième colonne. Par exemple, note obtenue, deux points. Et là, je peux encore créer une liste pour mettre les différentes notes. Par exemple, lui, là, 14, 12 et 10, par exemple. Voilà, là, j'ai créé mon data frame. Je peux. Voilà, le data frame est créé. Est-ce qu'on peut visualiser ça? DF, quand je valide. Voilà, c'est ça, mon data frame. Vous voyez que ça, c'est plus mieux parce que les colonnes sont numérotées. Ça, c'est la colonne nom, colonne âge, colonne note. Vous voyez, ça, c'est vraiment très proche d'Excel et c'est très bien pour manipuler ça. Alors, quelques petites manipulations qu'on va revenir aussi dans la partie exploration des données. On peut par exemple afficher, bon, ici malheureusement on n'a pas assez d'informations, on peut afficher par exemple les 5 premières informations de mon data frame. Là on écrit df, df c'est l'objet qui contient votre data frame, point head.
ça permet d'afficher le première ligne. Bon, par défaut, ça affiche les 5 premières lignes. Comme dans mon exemple, je n'ai que 3 lignes, donc ça va seulement afficher les 3. Mais normalement, si votre data frame avait plusieurs lignes, head affiche les 5 premières lignes, ainsi de suite. Autre chose essentielle avec les data frames, on peut aussi voir la dimension. La dimension, c'est-à-dire le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Quand je dis nombre de colonnes, c'est-à-dire le nombre de variables. Là, il suffit d'écrire df.shape. Vous validez. Voilà, ça vous affiche, ici ça affiche 3, 3, parce que ça affiche 3, 3, parce que mon data frame a 3 lignes et 3 colonnes. Bon, il y a pas mal de méthodes et des fonctions que vous pouvez retenir. Il y a par exemple dtype, df.dtype, qui permet d'afficher les types de chaque variable. Voilà. Quand je valide, vous voyez par exemple, nom, c'est des types objects, âge, int, donc entier, notes, c'est des types entiers aussi. Voilà, ça c'est par rapport au type. Autre chose que je peux encore afficher avec comme data frame, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Je peux aussi utiliser la fonction describe qui permet d'afficher quelques statistiques descriptives. Donc j'écris df.describe, voilà. Quand je valide, vous voyez, ça va afficher quelques statistiques des variables numériques. Parce que ici, j'ai 3 variables. J'ai le nom, j'ai l'âge, j'ai note. Nom, c'est object. Bon, texte, si vous voulez. Âge, c'est entier, donc numérique. Note, c'est numérique. Alors, quand je fais describe, ça va m'afficher quelques informations des variables numériques. Par exemple, entre autres, quand c'est-à-dire le nombre de valeurs, ici j'ai 3 valeurs, soit 3. Pour l'âge, c'est 3. Pour note aussi, c'est 3 valeurs. Min, c'est la moyenne. Donc, l'âge moyen ici, c'est 21,66, ainsi de suite. Et la note moyenne, c'est 12. STD, c'est l'écart type. Ici, c'est 1,53. Et pour la note, l'écart type, c'est des D. Min, c'est la plus petite valeur. Min, c'est la plus petite valeur. Voilà, pour que ça soit quand même très visible. Voilà. Min, c'est la plus petite valeur. 25%, c'est le premier quartile. 50%, c'est le deuxième quartile, ou soit la médiane. 75%, c'est le troisième quartile. Et max, c'est la plus grande valeur. Voilà. Et on peut faire pas mal de choses comme c'est montré dans les diapositives, ainsi de suite. Voilà. Vous savez que pour accéder aux éléments, c'est un peu comme un dictionnaire. Pour accéder, par exemple, à une colonne, si on veut récupérer juste une colonne, on peut mettre juste le nom de l'objet qui contient les data frames et entre crochets, vous mettez les noms de la colonne que vous voulez utiliser. C'est possible aussi d'utiliser la fonction iloc. Par exemple, ici, quand je mets df.iloc 0, c'est-à-dire j'ai besoin juste de la première ligne. Def.nom, ça permet de récupérer toute la colonne. Mais si j'ai besoin de récupérer une ligne, je peux utiliser la fonction iloc. Entre crochets, vous mettez le numéro de la ligne que vous voulez récupérer. Alors, il est aussi possible de filtrer, trier et sauvegarder votre data frame. Filtrer, c'est-à-dire vous avez beaucoup d'informations. Je peux me dire que dans mon data frame que j'ai essayé, je vais juste récupérer ceux qui ont eu par exemple plus de 14 comme notes. Là, c'est filtré. Je peux trier, par exemple, par ordre alphabétique de nom. Je peux trier par ordre de méritocratie, c'est-à-dire en commençant par la note la plus élevée, ainsi de suite. Et on peut sauvegarder notre data frame au format CSV Excel, comme c'est illustré ici. Là, par exemple, je sauvegarde ça au format CSV, ainsi de suite. On peut faire pas mal de choses avec Pandas.
Et enfin, il y a aussi Matplotlib qui permet la visualisation des données. Bon, ça permet de faire des graphiques. Vous pouvez essayer ça. Par exemple, ici, pour faire la courbe, on crée une liste X et Y. On va créer X, ça sera sur l'axe des abscisses, Y, l'axe des ordonnées. Donc, il faut renseigner les deux, X, Y. Ça, c'est pour la couleur. Ça sera la couleur bleue. Ça, c'est le type des graphiques. Vous allez essayer, vous allez voir ça. Les labels, les titres. De toute façon, ça, c'est les labels sur la légende. Alors, le titre est là, évolution des ventes. X label, c'est les titres de l'axe des abscisses. Et ça, c'est pour l'axe des ordonnées, Y label. Alors, pour afficher, je ne sais pas si vous voyez ça, c'est plt.show, ça va permettre d'afficher ça. Essayez tous ces codes, vous allez voir quand même comment Matplotlib fonctionne. Et n'oubliez pas de commencer par importer ça. Alors, il est aussi possible de créer son propre module. Ça, c'est possible. Et avant de finir, voici en bref l'écosystème Python, les bibliothèques populaires. Si vous faites, vous êtes en data science, machine learning, le web, ou soit pour l'utilitaire, voici quelques bibliothèques à ne pas oublier. On a essayé de parler de NumPy, on a essayé de parler de Pandas et de Matplotlib. Allez explorer les autres. Pareil pour le machine learning, ça viendra. Pour ceux qui font du web, malgré que ce n'est pas l'objectif de cette formation, voici quand même quelques frameworks et bibliothèques qu'on peut utiliser de Python pour le web, ainsi de suite. Alors, voici quelques bonnes pratiques et des erreurs qu'il faut éviter. La première bonne pratique, il faut importer en haut du fichier. Voilà ce qui est recommandé. En fait, dans votre programme, si vous savez que vous allez faire telle ou telle chose, il y a des bibliothèques et vous aurez besoin. Alors, commencez par importer toutes ces bibliothèques ou tous ces modules au début de votre fichier. C'est déconseillé, c'est pas obligatoire, mais c'est déconseillé de faire des importations au milieu du code. C'est pas vraiment bon. Commencez par tout importer. Et puis, au fur et à mesure, vous allez écrire votre code. Ça, c'est la première bonne pratique. Autre chose, il faut utiliser les alias standards. Par exemple, NP pour NumPy. Ce n'est pas une obligation. Vous pouvez mettre au lieu de NP, vous écrivez NO. Ça va marcher aussi. Sauf que c'est mieux d'utiliser des alias standards parce que c'est universel. Vous pouvez vous référer à d'autres personnes. Ils vont facilement comprendre votre code. Donc, NP par exemple pour NumPy, PD pour Pandas et PLT pour Matplotlib. Voilà. Et autre bonne pratique, on avait dit que dans une bibliothèque, on peut avoir plusieurs modules. Alors, importez seulement ce que vous avez besoin. Ça ne sert à rien d'importer beaucoup de choses que vous n'allez même pas utiliser. Importez seulement ce dont vous avez besoin. Ayez aussi l'habitude de documenter vos propres modules. Ça, c'est très important. Alors, les erreurs courantes, utiliser ou importer une bibliothèque qui n'est pas encore installée et ainsi de suite. Voilà, ça c'était pour la partie module et bibliothèque en Python. C'était la fin de la première partie. On a essayé de voir Python. C'était l'introduction au langage Python. On a essayé de voir Python comme un langage de programmation classique. Maintenant que vous avez maîtrisé pas mal de choses avec Python et je suis sûr que vous êtes prêts pour la deuxième partie qui est l'analyse des données. Merci et à très bientôt.